Ici. Donne la parole. Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission préférée À cœur ouvert. Dans À cœur ouvert, on voyage. Dans À cœur ouvert, on fait des rencontres. Dans À cœur ouvert, on apprend des choses sur l'être humain. Et là, j'ai l'honneur de recevoir un artiste incroyable, un artiste international. Alors, ça va être une émission un peu spéciale parce qu'elle va être traduite en français par une traductrice qui va prendre le temps d'écouter l'émission et de pouvoir vous donner les mots afin de bien comprendre, mais qui va aussi lui traduire les questions. Voilà. Donc dans un cœur ouvert, on pose des questions qui sont des questions ouvertes. On a la possibilité de répondre ou pas. Et l'idée, c'est d'être authentique. Bienvenue Léo Zelada dans Un cœur ouvert. Bienvenido en mi entrevista, en mi emisión. Ah, muchas gracias. Merci. Il faut bien parler dans le micro, juste. Merci, gracias. Alors, donc elle va traduire. C'est un petit peu particulier pour moi, c'est un exercice de style, mais on va le faire et ça va être formidable parce qu'il a énormément de choses à raconter. C'est un pont entre les univers, je dirais, entre le spirituel, entre le matériel, la poésie, l'art sur toute sa splendeur, parce qu'il a énormément de choses à nous raconter. Et c'est surtout une invitation au soi, le retour à soi. Est-ce que je me trompe? Ella dice que tú tienes muchas cosas que decir en términos de arte, también en términos de poesía y que también es un centramiento sobre el sí mismo, lo que tú tienes que puedes compartir con la gente hoy, ¿verdad o no? Sí, ¿no? Yo me considero un poeta, un artista, pero también un hombre espiritual. Effectivement, c'est un poète, un artiste, mais il se considère également comme une personne spirituelle. Oui, comme un alchimiste un petit peu de la poésie artistique. Alquimista de la poesía. Bueno, sí, se podría decir en cierta manera que un poeta es un alquimista del lenguaje, ¿no? On peut dire qu'un poète, c'est un alchimiste du langage, en fait, oui. Tout à fait. Je pense qu'à travers l'art, on découvre l'âme des gens. Hein. Ça, on n'arrête pas de le dire dans Un cœur ouvert. C'est l'âme qui parle à travers chaque œuvre, chaque peinture, chaque mot. Il y a des choses qui se passent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des vibrations qui nous parlent. Alors, de ton vrai nom, d'accord. Alors, je vais le dire correctement. C'est pour ça que j'ai une anti-sèche aujourd'hui. Hein. Vous avez vu, c'est un peu différent. Alors, Braulio Rubén Tupac Amaru Grajeda Fuentes. C'est ça? Oui, sí. Pero, te llamamos, pardon, par contre, Leo, on t'appelle Léo sí, Zelada. Leo Zelada, sí. Alors, juste, faut bien parler dans le micro, j'insiste, parce que trop loin. Ouais, vraiment. Alors, pourquoi Léo Zelada? C'est quoi l'histoire de Léo Zelada? ¿Cuál es la historia de Leo Zelada? Bueno, mi nombre Tupac Amaru es un nombre que viene de un gran inca, que fue el último inca de Perú. Donc, Tupac Amaru, c'est le nom du dernier inca, en fait, qui a existé au Pérou. Entonces, es un prócer político muy importante en Sudamérica. C'est un personnage politique très important. Que incluso excede Sudamérica, ¿no? Quizás el más grande rapero que existe, que es Tupac Shakur, se puso, su madre, que era de las Black Panther, le puso a él Tupac Amaru Shakur en homenaje a este líder inca. Et donc vous connaissez le rappeur Tupac, et en fait la mère de Tupac l'a appelé ainsi, en fait en hommage à cet empereur inca. Formidable. Entonces, yo soy un hombre más tranquilo, introvertido. Alors, il dit que c'est un homme tranquille et assez introverti, comme vous pouvez peut-être le voir. Oui, c'est vrai. Y entonces me creé un poco un personaje llamado Leo Zelada, porque es un personaje que me permitiría comunicarme con la gente, un personaje más sociable, que no tuviera miedo de hablar al público y de que básicamente era como mi nacimiento como artista, ¿no? Un personaje que sea fuerte, guerrero y poderoso. Donc Léo Zelada, c'est un personnage qui lui a permis de pouvoir parler aux gens, en fait, d'avoir le courage d'être entouré de relations sociales dont on a besoin quand on est un artiste. Ouais. Et en fait, c'était un personnage plus guerrier, plus sociable, plus sympathique en fait que son personnage réel qui est plus introverti. C'est beaucoup les artistes qui sont comme ça, qui ont deux facettes quelque part. Je dis que les artistes sont souvent habités. Il y a quelque chose qui émane de l'intérieur, qui les transcende et qui donne leur art, d'où le fait de sentir ces vibrations ou pas.
Donc moi, je le remercie chaleureusement d'être venu accompagné d'une traductrice pour nous donner le meilleur de son art, nous transmettre des belles valeurs. Donc on va voyager, comme je vous le disais. Et pour commencer, moi, j'aimerais savoir ton enfance, tes racines andines et tes origines spirituelles ont façonné ton rapport à la poésie. Comment? Tu infancia, tus raíces andinas y tu espiritualidad han creado tu comparto con la poesía. ¿Cómo puedes definir esta influencia? ¿Influencia de qué? De tu infancia, de tus raíces, sobre tu Ok, poesía. sí. Sí. Yo comprendo y parlo un poco francés, pero prefiero tener a mi traductor al Ouais. lado. Yo, básicamente, mi infancia, valga la reiteración, me influenció mucho porque yo nací en un barrio bastante marginal, como una especie de favela, llamado El Callao. Il est né dans un quartier du Pérou, un vrai quartier, hein. Ça s'appelle le Callado, c'est un quartier qui craint. C'est la rue? Ouais, la rue, Ouais. ouais. Claro, y sin embargo, luego esa vida que viví en la infancia me influenció mucho y yo me refugié un poco en la lectura para tratar de escapar un poco de ese mundo, digamos, marginal tan peligroso. Comme c'était un quotidien difficile et dangereux, en fait, il s'est réfugié dans les livres pour pouvoir y échapper un peu. Y luego, posteriormente, pues ya empecé a escribir a partir de los 14 años y a los 18 años ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua de América. Fue fundada en 1540. Donc, il a commencé à écrire à 14 ans et à 18 ans, il a réussi à rentrer à l'université San Marcos du Pérou, qui est pas mal connue parce qu'elle est pas mal d'extrême gauche aussi. Entonces, para mí, dos momentos importantes en mi vida, ¿no? Mi infancia, que me dio la posibilidad de conocer el mundo real, el mundo de los suburbios. Et donc, un des moments marquants, oui, c'était son enfance qui lui a permis de connaître ce que c'était le monde vrai avec toute sa cruauté, en fait. Y luego, cuando ingresé a la universidad, que ahí me permitió entrar al mundo académico, literario, ¿no? Et l'université. Porque yo estudié literatura y filosofía Ouais, on va le voir, ça. en la universidad y fui muy feliz de estar en el ambiente académico porque ahí me podía encontrar con gente con la cual compartía la afición por la literatura y el conocimiento. Et donc l'université, c'était une manière en fait de rentrer dans le monde académique. Il a étudié de la littérature et la philosophie là-bas, donc ça lui a permis d'avoir des sciences théoriques un peu plus profondes en fait qui l'ont sorti de la rue. D'accord, muchas gracias. Alors juste, habla vraiment acerca del micro. Voilà, como esto es mejor. Okay. Si no, si te vas a hablar como eso, no vamos a entender nada. Alors, on a parlé donc de la littérature et de la philosophie, c'est très bien parce que ça va être notre prochaine interrogation au sujet donc de San Marco. Comment donc toi qui as étudié la philosophie, qui est quand même un art assez spécial, hein, propre à chacun, avec de grandes théories, hein, on peut en discuter pendant moult temps. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment cette philosophie que tu as étudiée, si particulière, a enrichi ta poésie. Ton univers poétique, ¿eh? Tú has estudiado la filosofía, dices, y es algo grande. ¿Y cómo tu filosofía y lo que has estudiado influenció a tu poesía? Ah, mucho, ¿no? Beaucoup. Porque yo vengo de una tradición también por parte de mi padre ancestral inca, que ellos tienen una visión espiritual y una visión del mundo diferente al mundo occidental. Donc, en fait, il vient d'une tradition différente, inca, qui a une vision complètement opposée en fait à celle du monde occidental. Donc ça l'a influencé, par exemple. Pero me interesaba conocer el discurso de conocimiento occidental y por eso estudié filosofía occidental, que me permitió profundizar en mi conocimiento de lo que es el mundo y a su vez me permitió esa reflexión que tengo sobre el mundo, transmitirla a través de mi poesía. Por eso que mi poesía no es solo lenguaje, sino también y sentimientos, sino también tiene una reflexión y mi mirada del mundo. Intento hacer una poesía no aburrida, corta, pero profunda. Okay. En fait, la philosophie, c'était pour lui le moyen de comprendre la pensée occidentale.
mais aussi d'être en mesure de pouvoir l'utiliser dans ses poèmes pour en fait transmettre de manière stylistiquement juste la pensée inca en fait au travers de ses textes. Donc c'était un médium en fait qui l'a aidé à transmettre sa poésie, si bien qu'en fait sa poésie c'est pas seulement des jeux sur le langage, mais il y accorde un sens plus profond qu'il cherche à faire transmettre à chaque fois. O sea, yo soy un gran admirador de la filosofía francesa del postestructuralismo, ¿no? Foucault, Lyotard, Derrida, ¿no? Il aime beaucoup la philosophie structuraliste française. On pense à Foucault, Lyotard, Derrida. Sí, el postestructuralismo. Pero yo quería, digamos, llevar conceptos muy complicados filosóficos de una manera sencilla, como el abuelo que en un barrio te da un consejo de una manera simple. Eso es lo que trato de hacer en mi poesía. Il voulait passer les concepts un peu difficiles de la poésie de manière simple, à la manière d'un grand-père en fait dans un petit village qui transmet un conseil à son petit-fils. C'était ça le but de sa poésie. C'est formidable hein, parce que je rebondis sur 2-3 points avant qu'on enchaîne. Cette volonté de vraiment de transcrire simplement les choses, donc comme le fameux le grand-père avec les petits enfants. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, avant qu'on passe à autre chose, c'est quand on apprend une philosophie occidentale avec un tel héritage inca, où on sait qu'il y a énormément de spiritualité, je dirais même d'extra-spiritualité. Hein. Lorsqu'on sait ça, comment arrive cet étudiant à se dire j'ai deux univers différents là qui s'offrent à moi, qu'est-ce qui va me faire vibrer et qu'est-ce qui fait que je deviens quelque part ce traducteur des différentes philosophies incarnées? Cuando tú tienes dos mundos como así, como la poesía, la cultura andina, que es muy importante para ti, y al otro lado la filosofía occidental estructuralista, que son dos mundos que pueden parecer opuestos. ¿Qué es tu reflexión en el momento y cómo decides que te vas a volver un traductor de la filosofía o de la cultura inca? ¿Cómo haces tu decisión, pues? Por ejemplo, el mestizaje que está viviendo en Europa los últimos 50 años, en Latinoamérica llevamos ese mestizaje más o menos 500 años. Il répond par une parabole. En fait, en Europe, on connaît un métissage très prononcé depuis les 50 dernières années, mais en Amérique latine, c'est un métissage qu'ils ont connu depuis 500 ans, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Sino, 500 años. En Latinoamérica ha habido gente de todas las culturas originarias, luego vino la cultura afrodescendiente, la cultura europea, la cultura asiática, que en Perú es muy importante, y sobre todo en mi país, ¿no? Perú, por ejemplo, el 10% de la población tiene ascendencia asiática. Donc au Pérou, il y avait bien entendu les colons, et il y avait après les Asiatiques qui sont venus, la culture afro bien entendu, et il y a 10% en fait des personnes du Pérou par exemple qui viennent d'Asie. Donc c'est un métissage qui est permanent. En mi caso personal, mi padre es de cultura andina, inca, mi madre es mezcla de español y afrodescendiente. Entonces este mestizaje es algo natural en 500 años y en mi familia es muy natural también. Donc il dit que dans sa famille, son père il est inca et sa mère elle vient d'une famille à la fois espagnole et à la fois afro. Donc il y a vraiment un grand métissage même au sein de sa vie. Ok. C'est impressionnant hein, parce que pour avoir étudié un petit peu la culture inca, même être passionné par la culture inca, l'Amérique latine et tout ce qui regorge de spiritualité, de choses profondes, je me suis toujours demandé comment on pouvait allier les genres et comment on pouvait quelque part être en harmonie avec l'Occident et les croyances multiples qui peuvent exister en fait. Donc merci pour cette réponse très riche, hein, n'est-ce pas? C'est pour les téléspectateurs qu'on fait cette émission, une émission qui va être spéciale vraiment parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont être données, parce que ça va être de l'art-thérapie, je dirais. Ça, c'est mon petit mot à moi, mon petit mot magique. Et Léo, je pense que tu vas nous accompagner dans ce système, n'est-ce pas?
¿Quieres acompañar el sistema de arte-terapia que ella desarrolla? Ah, bien. C'est un cheminement très profond, n'est-ce pas? Alors ça doit vous faire bizarre parce que de temps en temps, il regarde sur la droite. Donc ce regard n'est pas fixé vers vous, mais c'est normal parce qu'il y a la traductrice juste à côté. Donc il va peut-être falloir faire l'exercice de regarder un petit peu les auditeurs, sinon ils vont se dire mais ils se fichent complètement de ce qui se passe dans cette émission. Là, on a vu vraiment les racines et la naissance du poète. Je sais que tu as beaucoup voyagé, hein, que ce soit le Mexique, les États-Unis, bon, l'Amazonie. Quand tu as voyagé comme ça, le Léo Zelada, euh, qu'est-ce qu'il va chercher? Une vérité, une liberté? Qu'est-ce que tu as pu voir à travers tes différents voyages? Has viajado tú mucho durante tu tiempo en los Andes, Estados Unidos también. ¿Qué estabas buscando en tus viajes? ¿Una verdad profunda o conocimiento? ¿Qué estabas buscando en este tiempo? Bueno, yo tenía 23 años y quería conocer el mundo. Ouais. Entonces, pero todo viaje es una aventura hacia uno mismo también. Il avait 23 ans, il voulait connaître le monde, mais en fait, bon, connaître le monde, effectivement, ça renvoie à se connaître soi-même. Primero, con 14 años recorrí mi país, casi la mayoría de mi país. Luego, con 23 recorrí América Latina. O sea, hice un viaje desde Perú hasta Estados Unidos. Me demoré 5 años en ese viaje. Donc, il a fait un voyage en fait du Pérou jusqu'aux États-Unis, dans lequel il est resté 5 ans en fait. Y es como una distancia aproximada, como decir, para que los espectadores de su programa vean, es como decir de Francia a China, más o menos. C'est à peu près une distance de la France à la Chine. Wow. Pero en esos viajes yo lo que quiero es conocer, no quería ser un turista, ¿no? Sino conocer. Y para conocer un país te tienes que quedar años, meses, claro, y recorrer no solamente la parte urbana, sino rural, ¿no? Entonces yo he conocido lugares en América Latina que quizás ningún turista, o ni siquiera ni turistas, sino muy pocas personas de las ciudades han ido, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una vez que en la selva del Darién, que quizás es la más peligrosa de América, estuve 4 días, casi una semana en medio de la selva, no teníamos ya comida, bajo lluvia, y de casualidad apareció una comunidad indígena de la comunidad Cabecar, y una señora anciana nos vio pues totalmente pues desnutridos, mal, y nos ofreció un plato de sopa y nos dijo que ella conservaba la tradición de hospitalidad hacia la gente que venía de fuera. Y dijo, yo soy Cabecar, dijo, yo soy una mujer Cabecar, yo soy hospital. Esas cosas se me quedan grabadas y me hacen pensar que el mundo no está perdido, ¿no? Je vais essayer de résumer. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer vraiment d'y aller dans les grandes notions. Hein. De toute façon, je vais rebondir sur ce qu'il a dit sur les questions. Ok, donc le plus important pour lui, c'était de connaître les pays, mais en profondeur, et pas simplement en superficie. Et il se rappelle d'une image, en fait, qui lui a redonné confiance un petit peu dans le genre humain. Il était perdu dans la forêt du Darien en Amazonie, donc c'est une des forêts les plus dangereuses. Ça faisait 3 jours qu'ils n'avaient pas mangé, ils étaient sous la pluie. Wow. Ils sont arrivés par hasard dans un village indigène, où il y avait encore la tradition d'hospitalité, puis se rappelle le visage d'une vieille femme qui était une ancienne de la tribu et qui lui a dit, ben voilà, nous on a gardé les traditions d'hospitalité, je te donne ce plat, et elle lui a offert à manger. Una fan Cabecar. C'était une tribu Kavek. D'accord. C'est énorme ce qu'il dit parce que il y a énormément de points, moi, qui m'interpellent. Hein. Quand on a vécu autant de choses, là, je vais faire une digression totale, mais c'est pas grave, on reviendra sur l'essence même de cette entrevue. Quand on a vécu autant de choses, donc cette chaleur humaine, cette solidarité, cette fraternité, cette expérience avec la nature, la plus sauvage qu'elle soit, hein, parce que c'est exactement ce qu'il racontait tout à l'heure. Hein, ce côté la pluie, la faim, il avait faim, c'est terrible ce qu'il a vécu hein, finalement, mais il y a cet ange qui arrive, cette femme qui donne de la force et qui réchauffe le cœur et qui, quelque part, recentre avec ce fameux être humain. Quand on vit ça, pourquoi on va en Occident?
cuando se vive cuando por ejemplo estás perdido, sufres, pero que hay este tipo de ángel como la mujer que te dio a comer en la selva de Darién, cuando uno puede vivir experiencias tan fuertes que calientan al corazón, ¿por qué uno se va a ir después en el occidente que parece frío y deshumanizado? Completamente, complètement. Porque es que hablar de espiritualidad en Francia, un país tan racional, es casi como una herejía. Parler de spiritualité en France dans un pays si rationnel, c'est une guérilla pour lui. Ah, O sea, c'est se sûr. puede decir que uno está hablando superstición, ¿no? On peut facilement vous taxer de superstition. C'est vrai. Pero lo que yo hablo es lo que yo he visto, lo que yo he experimentado, no es un discurso ni una superstición, por eso hablo de eso. Mais il vient en fait pour parler des choses qu'il a vues et qui Mm. sont vraiment réelles et il a vu avec ses yeux. C'est pas une superstition. C'est pour ça qu'il vient. Y yo soy un hombre racional también. Oh. Yo soy un hombre racional, por eso estudié filosofía. O sea, yo Exactement, ouais. intento buscar a lo sobrenatural una explicación racional. C'est un homme spirituel, mais c'est aussi un homme rationnel et il essaye de trouver une explication rationnelle à tout ça. Por ejemplo, ¿no? En la tradición del vudú, por ejemplo, Ouais. se cree la superstición de los zombies, ¿no es cierto? De que hay zombies y que viene el demonio y todo eso, ¿no? Pero, sin embargo, ya se ha descubierto que en realidad los supuestos sacerdotes no son tal, ¿no? Son gente que maneja un plancton, que es una planta marina, que te hace el efecto de por un día o 2 días, aparentemente te quita el pulso vital y la gente piensa que está muerto. Y por eso la gente cuando luego después de un día recupera digamos la noción de, ¿cómo se llama?, de vitalidad, muchos caen en la locura al verse enterrados debajo de una tumba y son proclives a que tú los puedas manipular con una voz. Pero eso tiene una explicación racional, no es brujería. Entonces Ok. hay Ouais. brujos que juegan con la ignorancia de la gente. Ouais, una mezcla de los dos. Sí. Bon, alors, Bon courage. il donne un exemple pour expliquer rationnellement le phénomène des zombies. Donc tout le monde a vu ça avec The Walking Dead. Je cite. C'est ça. Bravo. À la télé. En fait, il y a des pratiques soi-disant magiques de personnes qui pratiquent ça dans le vaudou. Et en fait, il y en a certains qui utilisent une algue qui permet en fait de plonger la personne dans une sorte de coma où ses fonctions vitales sont largement diminuées, si c'est pas complètement atténué, où on peut plus les sentir. Oh. La personne se réveille, elle est enterrée en dessous de la terre, Ouais. elle fait du bruit pour sortir forcément, et puis en général son état mental est un peu altéré, donc d'où la naissance de la légende du zombie. Mais en fait c'est très rationnel. O es On a como beaucoup el ayahuasca, que ahí vienen supuestos chamanes a darte una visión, ¿no? Pero no hay necesidad de visión de maestro alguno porque el ayahuasca es un alucinógeno natural que te provoca visiones, alucinaciones solo por tomarlo y no necesitas ningún maestro. Entonces hay mucha superstición. Ouais, beaucoup. Pero yo no hablo de eso, yo hablo de tradiciones culturales, como por ejemplo la tradición en la cultura quechua de tomar la hoja de coca, y que es la hoja de coca que no es cocaína, es una planta ritual que te da proteína y te da también vitalidad y es como un analgésico natural. Por ejemplo, eso es espiritualidad tradicional cultural, y lo otro, lo de la ayahuasca, se juega con el término alucinógeno. Ok. Ouais, bon, on peut résumer vraiment en quelques mots, hein, c'est Oui. pas. Alors, donc à l'inverse de toutes ces croyances un peu, disons superstitieuses, puisque c'est vraiment ça, Léo il pratique une spiritualité ancrée dans la tradition en fait. Et par exemple, ces traditions familiales comme la feuille de coca, en fait, c'est pas simplement quelque chose de une vision mystique, c'est quelque chose qui réellement apporte des protéines au corps et puis donne de l'énergie. Donc voilà, l'idée c'est la différence entre la pseudoscience et puis la tradition réelle.
D'accord, donc c'est important parce que là, on est sur une rationalité. C'est bien de le dire, hein, parce qu'effectivement, en France, on a tendance à tout de suite dire que les gens sont superstitieux, qu'ils affabulent, enfin bref, tout ça, on le sait très très bien, hein. Ceci dit, il y a quand même une évolution des courants de pensée à l'heure actuelle où énormément se réfugient dans leur fameux ancrage. On en parle beaucoup, beaucoup depuis quelques années. Je trouve encore plus maintenant, on parle beaucoup des effets de la pleine lune, on parle beaucoup de tout ça. Et je pense que c'est des choses qui avant pouvaient paraître complètement dingues. Maintenant, ça devient de plus en plus rationnel. Finalement, on trouve des mots cohérents sur des mots MAUX que l'on ressent. Donc c'est bien de nous avoir spécifié le fait que tu es rationnel, mais que tu prends conscience des traditions qui existent et des choses qui sont vraies. On va t'appeler Saint Thomas, qui ne voit que ce qu'il croit. Tu as compris ce que je viens de dire, hein, Sí, no, pour éviter la traduction? je comprends. C'est bon? D'accord. C'est pour arriver tout de suite à la transpoésie. Je sais pas si on peut dire que tu as inventé un courant. ¿Has inventado de transpoesía? Sí, lo que yo quería hablar es que creo que vivimos en una época en que la poesía va más allá del poema, que ya no es solamente la visión tradicional de poesía, ¿no? L'idée derrière ce courant, c'est que la poésie est beaucoup plus profonde que ce qu'il est écrit dans le poème. C'est quelque chose qui va au-delà. Oui, donc en fait, la lecture des mots, au-delà des mots. C'est ça, des messages subliminaux que l'on peut ressentir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans les mots que tu choisis une fréquence vibratoire que tu aimerais qu'on perçoit afin de comprendre, de s'enrichir, je dirais de s'ancrer. Alors, est-ce que j'ai dit le bon terme? Je ne sais pas. En las palabras que tú utilizas para tus poemas, hay una frecuencia que tú quieres enviar al lector para darle algo como anclaje o como sabiduría o como firmeza, algo como así que tú quieres llevar por tus palabras. Ouais, est-ce que les mots sont choisis dans cet ordre pour donner cette fréquence surtout? Bueno, en mis primeros libros un poco hablaba más de la condición humana, un poco más era una visión crítica del mundo materialista y capitalista actual. Eso eran mis primeros libros. Dans ses premiers livres, il n'était pas du tout branché là-dessus. C'était quelque chose de très terre à terre sur la condition humaine. Era una literatura más contemporánea, ligado al underground, ¿no? Al mundo del rap, el rock y todo eso. C'était plus lié au monde underground, en fait, les traditions de rap, de rock alternatif, tout ça. Y luego, en los últimos años, en mis últimos libros, estoy trabajando la parte un poco más de la espiritual, pero una espiritualidad urbana. Et en fait, il essaye, oui, de travailler ce côté spirituel, mais sans perdre le côté urbain. D'accord. Sí, y por ejemplo, siempre la gente, antes a mí me bautizaron como el último de los poetas malditos, que cuando era joven me gustaba esa idea, pero luego me di cuenta que era una estupidez ese concepto. Ils l'ont dit que c'était le dernier des poètes maudits. Quand il était jeune, ça lui plaisait. Puis il s'est rendu compte que c'était vraiment nul. Y, por ejemplo, luego me di cuenta que en esta época hablar de espiritualidad, de amor, de fraternidad, era subversivo. Et en fait, les mots dans ses poésies sont ordonnés dans ce sens parce qu'il s'est rendu compte en fait que parler d'amour et de spiritualité et de fraternité, c'était quelque chose de subversif.